Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce bulletin d'information. Le Niger, dans quelques années, sera un pays débarrassé de sachets. Le projet de loi décrété par le gouvernement nigérien stipulant l'interdiction de la commercialisation, l'importation, la production et l'utilisation et stockage des sachets et des emballages en plastique. Une décision qui soulève le mécontentement chez les Nigériens. Ils se sont donné rendez-vous au grand marché de Niamey pour une opération de ramassage de déchets plastiques. Commerçants, vendeurs à la sauvette, société civile, tous unis pour exprimer de vive voix leur désaccord face à la procédure du gouvernement qui a soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple. Dès que vous achetez quelque chose, des dates, du riz, n'importe quel produit d'ailleurs, vous utilisez le sachet plastique. Alors pour le remplacer, ce sachet plastique, faudrait-il d'abord reconvertir les mentalités. Dans un pays démocratique, on ne prend pas de décisions tant que les populations ne sont pas préparées. Et surtout, lorsqu'on doit prendre certaines décisions, on doit au moins approcher les intéressés, c'est-à-dire les personnes concernées. Et ce qui n'a pas été fait très malheureusement. Les déchets plastiques constituent une menace sérieuse pour l'environnement, pour la santé humaine et animale. Tous en sont conscients et cette opération de collecte vise aussi à mettre à nu l'incapacité des communes à gérer le problème. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous demandons aux communes aujourd'hui de créer des poubelles. Faites un tour de la ville de Niamey. Il y a des endroits où vous pouvez faire des kilomètres sans dépotoir, des centaines de mètres sans poubelle. Alors, si nous œuvrons effectivement dans l'approche du président de la République, qui veut faire de Niamey une ville propre, nécessairement il faut placer partout, dans n'importe quel coin de Niamey, un dépôt ou bien une poubelle. Je pense que les pays limitrophes en ont fait. Vraiment, il faut qu'on ait au moins la volonté de faire comme eux. Pour qu'il n'y ait plus de plastique à Niamey, pour qu'il n'y ait plus de plastique. Moi, c'est bon, s'il y en a d'autres qui sont à l'intérieur, il faut qu'on cherche des solutions à les déterrer aussi. Ces déchets plastiques ainsi collectés seront par la suite incinérés. Cette action sera-t-elle suffisante pour faire reculer le gouvernement nigérien à un moment où ce projet de loi est en débat à l'Assemblée nationale? C'était le reportage de Aboubakar Saki. 2 députés ont été mis en examen au Tchad. Ils sont inculpés pour conspiration. La semaine dernière, les autorités tchadiennes affirmaient avoir déjoué un coup de force contre le président Idriss Déby. Dès lors, les arrestations se poursuivent et l'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Voici la réponse du président à l'opposition. Le président tchadien Idriss Déby sort de son silence une semaine après le présumé complot de coup d'État que les autorités assurent avoir déjoué. Plusieurs généraux et députés de l'opposition sont toujours sous les verrous. Idriss Déby revient sur ce serrage de vis et assure qu'il ne s'est pas lancé dans une chasse aux sorcières. Il n'y a pas de coup d'État, il y a une conspiration. Donc soyons sereins. Il faut encore laisser la justice faire son travail. Plusieurs journalistes ont également été arrêtés, dont le directeur de publication du trimensuel Abba Garde. Il lui est reproché la diffusion d'articles appelant à la haine et au soulèvement populaire. La presse d'opposition est dans le collimateur du président tchadien. Le gouvernement ne permettra pas à un journal de mettre en mal l'unité nationale, la stabilité, la paix, la cohésion nationale. Ça, c'est sacré. Et cette mission sacrée se poursuit au-delà des frontières tchadiennes. Réfugié au Sénégal depuis 2005, c'est le journaliste et blogueur Mike Enlan Gebla qui fait les frais de ses critiques contre Idriss Déby. Son intervention sur la radio Sud FM lui a valu une convocation par la justice sénégalaise, qui l'a ensuite expulsé vers la Guinée. Indignation de ses confrères. Je n'ai pas vu une seule phrase ou bien un seul mot politique ou autre qui est susceptible d'être une raison d'interpellation, d'arrestation et aller jusqu'à expulser un citoyen tchadien.
Les ONG de défense des droits de l'homme estiment que cette décision fait suite à un accord conclu lors de la visite du ministre de la Justice tchadien, Jean-Bernard Pataré, au Sénégal quelques jours plus tôt. Elles annoncent un recours en justice pour contester cette décision et dénoncent une grave atteinte à la liberté d'opinion. La Commission électorale nationale et indépendante et la Direction générale aux élections sont dans la dynamique du respect du calendrier des élections présidentielles prévues pour le mois de juillet prochain. Les responsables de structure l'ont dit au chef de la MISMA qui a effectué une visite dans leurs locaux. La délégation générale aux élections est bien avancée dans la mise en exécution de son plan d'action pour l'élection présidentielle de juillet prochain. L'exposé fait par le délégué général aux élections a permis à la délégation de la MISMA de bien s'imprégner du processus électoral en cours. Une rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante pour valider définitivement les modèles de documents qui doivent être imprimés pour l'établissement des listes électorales définitives dans les commissions. Dès que la fin de cette rencontre, nous allons commencer l'impression des listes des électeurs potentiels qui seront affichés dans les villages, dans les quartiers et dans les fractions nomades, et également les tableaux de validation qui seront mis à la disposition des commissions administratives pour l'établissement des listes électorales biométriques 2013. La Commission électorale nationale indépendante, la délégation a eu une séance de travail avec les membres de la CENI. Ici, les dénombrements sont en train d'être mis en place à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Les 25 000 délégués seront bientôt recrutés et formés pour être déployés dans les bureaux de vote. À la CENI, on est bel et bien dans la dynamique de la tenue de l'élection présidentielle en juillet prochain. Toutefois, le président de la CENI a soulevé des préoccupations relatives au calendrier électoral et à la production de la carte NINA. La production de la carte NINA est une tâche à confier au ministère de l'administration territoriale qui est chargé de l'organisation matérielle des élections. C'est le ministère qui a organisé le recensement administratif à vocation état civil et les cartes NINA vont être faites sur la base de ce recensement. Donc on va avoir un fichier biométrique qui tient compte des données biométriques de l'électeur, qui garantissent un peu la sécurité des élections. L'accompagnement de l'Union africaine ne fera pas défaut, rassure Pierre Bouyoya. Nous sommes déjà en discussion avec les forces de défense et de sécurité maliennes pour voir comment la MISMA pourrait les épauler dans la sécurisation des élections. Je crois qu'un plan à cet effet va être élaboré. Et notamment la nouvelle résolution des Nations Unies a indiqué qu'un des rôles importants de la MISMA, c'est contribuer à la sécurisation des élections. Alors, l'envoi des observateurs, c'est notre rôle traditionnel. À la DGE, tout comme à la CENI, les échanges ont porté sur la collaboration entre les différentes structures impliquées dans la gestion des élections. Une collaboration jugée bonne à travers le cas de concertation qui existe entre la DGE, la CENI et le ministère de l'administration territoriale. Les réflexions doivent tout de même être approfondies sur l'enrôlement de ceux qui ont atteint l'âge de voter. Le Soudan du Sud, la dernière née des nations africaines, a bientôt 2 ans. Les défis sont immenses, y compris pour les journalistes qui peinent à trouver leur voie. La presse écrite est très élue en raison du fort taux d'analphabétisme. Compte rendu. Dans ce studio télé, le patron n'a jamais le temps de souffler. Au Soudan du Sud, la chaîne privée Citizen diffuse depuis tout juste 9 mois. Et ici, pas facile de s'improviser journaliste de l'image quand on vient de la presse écrite. Depuis 2005, le journal Citizen, seul quotidien du pays, est lui édité à 8000 exemplaires. Ici, la plupart des journalistes sont des autodidactes. La plupart de nos journalistes ne savent pas comment s'exprimer. Et c'est un problème parce qu'il faut respecter le cadre de l'objectivité en gardant une certaine éthique. Ce dont nous avons le plus besoin pour préserver notre liberté, ce sont des programmes de formation. Des programmes de formation nécessaires, mais pas seulement pour les journalistes, dans un pays où 80% des habitants sont analphabètes et donc incapables de lire la presse. Résultat, au Soudan du Sud, le média roi, c'est la radio. La plupart des 30 stations du pays, comme celle-ci, sont communautaires, beaucoup financées par l'Église catholique, mais aussi par des organisations internationales. Les capacités des journalistes ne correspondent pas aux standards internationaux.
Dans ce nouveau pays, il y a beaucoup de défis dans le domaine de l'éducation ou des infrastructures. Donc l'une des priorités que nous examinons, c'est le renforcement des capacités des professionnels des médias en général. Dans un pays sillonné par les routes de terre, les zones reculées restent difficiles d'accès pour les journalistes. Résultat, les communiqués de l'armée et du gouvernement sont alors souvent la seule source d'information. Et ici, l'avenir ne semble guère à l'optimisme. Depuis la proclamation de son indépendance en 2011, le Soudan du Sud a même perdu 12 places au dernier classement de Reporters sans frontières. Chaque année, 1 200 000 victimes d'accidents sont enregistrées à travers le monde. Ces drames figurent parmi les premières causes de mortalité et cela est noté à l'occasion de la Semaine mondiale de la sécurité routière. Compte rendu. La route tue, blesse. Chaque année, on déplore 1 200 000 tués et 500 millions blessés. Pourtant, il suffit juste de respecter la réglementation et d'adopter les bons comportements pour éviter ces traumatismes. Cette semaine mondiale de la sécurité routière vise à sensibiliser le grand public. Cette année, l'accent est mis sur la sécurité des piétons et des roues. Près de la moitié des morts sur les routes sont des piétons, des cyclistes, des motocyclistes. Les victimes sont souvent des enfants ou des soutiens de famille, tués ou blessés, et restent souvent handicapés à vie. 5000 piétons sont tués chaque semaine sur les routes. 45% des accidents au Sénégal concernent piétons et deux roues. Des chiffres inquiétants, des décès qui peuvent être évités. Faire un appel à la mobilisation des autorités et à faire encore plus appliquer les lois existantes, à renforcer ce qui n'est pas existant, à mettre en application les nouvelles lois, mais également que tous les acteurs se mobilisent pour une semaine sans accident mortel sur les routes au Sénégal. L'ambassadeur du Royaume du Maroc a octroyé 1000 casques aux usagers de deux roues. Des distinctions ont été remises aux ambassadeurs de la sécurité routière. Pour boucler la manifestation, une marche symbolique pour sensibiliser sur la sécurité routière. Après la sécurité routière, nous ouvrons une page santé dans ce bulletin. L'une des préoccupations soulevées par les asthmatiques, c'est leur prise en charge. Comment se fait-elle? Comment se prémunir de l'asthme et de ses crises? La réponse dans ce reportage signé Delphine Blas. L'asthme est un problème de santé publique qui nécessite une bonne prise en charge. Que ce soit pour poser le diagnostic avec certitude, que ce soit pour vous suivre et pour vous donner un traitement qui est le plus efficace, vous avez besoin de venir mesurer votre souffle, c'est-à-dire faire une exploration fonctionnelle. Cet examen que vous venez de voir s'appelle la spirométrie. Et c'est justement cet examen-là qui permet de mesurer le souffle de l'asthmatique. Cet examen est pratiquement l'équivalent du tensiomètre chez l'hypertendu ou bien de la mesure de la glycémie chez le diabétique. Quand l'asthme est bien contrôlé et bien suivi, l'on peut vivre avec la maladie. Mais le seul appareil du service d'exploration fonctionnelle du CHU de Yopougon qui permet d'avoir une idée précise de la respiration d'un sujet malade manque d'accessoires pour fonctionner. Voici par exemple un de ces appareils qu'on appelle le plétismographe. Et je vous dis que c'est un appareil qu'on ne trouve pas dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est uniquement au CHU de Yopougon qu'on trouve cet appareil. Mais malheureusement, cet appareil est là depuis au moins 3 ans. On ne peut pas l'utiliser faute de matériel, faute de réactifs, faute d'intrants pour pouvoir l'utiliser. Et il a été acheté à prix exorbitant, mais on ne peut pas du tout l'utiliser. Mais en attendant une main généreuse, l'association Asthme et Allergies sensibilise gratuitement les asthmatiques sur leur maladie. Tous les 15 jours, ils peuvent s'adresser directement au service des explorations fonctionnelles où nous sommes actuellement. Le numéro est très simple, c'est le 23 53 75 99 et on leur dira à quel moment on fait ces séances de sensibilisation de façon gratuite. Ils n'ont pas un seul rond à payer. L'asthme n'est pas contagieux. On peut devenir asthmatique à tout âge. Pour éviter l'asthme, il y a 3 choses. La prévention primaire, difficile parce qu'on est avec la maladie. La prévention secondaire, c'est d'éviter tous les facteurs déclenchants de l'asthme, c'est-à-dire les allergènes, notamment la pollution, le stress et les infections. Et la prévention tertiaire, c'est de prendre les médicaments qui vont combattre l'inflammation des bronches.
Les projecteurs sont éteints sur la 21e édition du Festival du Jazz à Ouaga. Pendant 9 jours, amateurs, artistes et amoureux du jazz ont pu assouvir leur soif. Vive la 22e édition qui promet des fusions et dessinantes de nouvelles variantes du jazz. Reportage Joseph Paré et Jonas Bazi. C'était le dernier acte du Festival Jazz à Ouaga version 2013. Dans la capitale burkinabé, de grosses pointures du jazz se sont exprimées durant 9 jours. La 21e édition de Jazz à Ouaga aura remporté le pari de la réussite. Jusque-là, je n'ai reçu que des félicitations. Honnêtement, même là, on me dit ouais, c'est une édition très élevée, on sent que ça monte. Quand vous êtes organisateur, que vous faites un événement qui dure aussi longtemps, c'est quand même 9 jours. Et que tous les soirs, vous arrivez à satisfaire tout le monde dans une qualité technique, la qualité de la programmation, diversité de la programmation, diversité des groupes et des activités. Et vous arrivez à la fin. Plus de 10 000 spectateurs, fidèles ou pas, ont pris du plaisir à savourer du jazz. Plein d'émotions, très tendre, c'était vraiment super. Voilà. Très très bonne programmation. Et tout le festival a été une très belle programmation. Alors que les rideaux tombent sur la 21e édition, les regards sont tournés vers la 22e du 25 avril au 3 mai 2014. C'était le bulletin de la rédaction. Merci à vous de votre fidélité et excellente suite de programme sur Média.